L'été suivant, dès que les beaux jours le permirent, Auguste se leva chaque matin à l'aube et entreprit avec patience de monter les murs de pierre, de gâcher son mortier, de trouver les poutres qui serviraient d'architraves, de se procurer les tuiles d'écaille pour le toit. Dès que le soleil était assez haut dans le ciel, Rose venait s'asseoir avec l'enfant dans l'ombre des arbres. Elle regardait en souriant son homme creuser la terre lorsqu'il cherchait à poser les fondations, tailler des pierres sèches d'un coup de masse. Elle écoutait le babil d'Alexandre emmitouflé dans ses langes, le visage encore protégé d'un fin bonnet de laine. Cyprien vint donner la main. Gare aux échauffures, plaisanta Auguste. Tu me prends donc pour un gamin, répondit l'autre en se crachant dans les paumes pour se donner du cœur à l'ouvrage. Rose découvrit une nouvelle raison d'être. Assise à même la terre, sur le haut du versant d'où elle dominait les hommes au labeur, elle prenait son fils dans ses bras et lui parlait. C'est ton pays. Regarde tous ces sapins sur les montagnes. Alexandre fixait le doigt de Rose. D'un mouvement de sa main, elle lui faisait découvrir l'étendue azurée du ciel. Il ouvrait ses gobilles et figeait ses yeux clairs. Elle le chatouillait d'une pointe d'herbe. Et son sourire apparaissait comme lorsque le soleil, à force de vouloir s'affranchir des crêtes qui masquent sa course, en venant frapper au cœur un coin de torrent au détour d'une combe jusqu'alors cachée de ses rayons, fait éclater la brillance de l'eau qui court et caresse les roches et les galets dans des semblants de guet. Elle dressait son fils devant elle, collait un baiser sur son cou, le serrait contre son sein, restait soudain silencieuse et profitait du vent qui léchait leurs deux visages collés. On la vit ainsi plus souvent, parcourant les chemins et les venelles du village, et, si on la saluait à peine, au moins ne pouvait-on s'empêcher de lancer un coup d'œil en direction du bambin qui l'accompagnait. On laissait ainsi faire le temps.